Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Depuis le début de l'année 2020, l'actualité est fortement marquée par la maladie à coronavirus dénommée COVID-19. Tous les secteurs tournent au ralenti. Le commerce, le transport, l'enseignement, les industries, en un mot, l'économie mondiale. Les pays membres des GBU d'Afrique francophone ne sont pas en reste. Ce matin, nous voulons discuter de l'impact de cette pandémie sur nos sociétés, sur le système éducatif et envisager ensemble quelques perspectives. Pour cela, j'ai avec moi de respecter amis des GBU des différents pays que je vais brièvement présenter. Je commence par le professeur Georges Tiaou, de nationalité ivoirienne. Il est médecin et biologiste, professeur à la faculté de médecine de l'université Alassane Ouattara. Il est sous-directeur de la recherche en santé au ministère de la Santé de Côte d'Ivoire. C'est un ami des GBU ici, un ancien, puisqu'il est là depuis 1983. Professeur Tiaou, bonjour. Bonjour, cher frère, que Dieu te bénisse. Amen, merci bien. Nous avons également le frère Kaliva Gilavugui, de nationalité guinéenne, enseignant-chercheur, chef du département de sociologie à l'université publique générale Lassana Conté, à Conakry. Il est doctorant à l'université Taharka Saré de la RCI. Il est également secrétaire chargé de l'administration et de la communication et de l'information du mouvement des hommes de l'Église protestante évangélique de Guinée. Et sur ce plateau, nous l'invitons en sa qualité de président du comité restreint du suivi et évaluation des activités du comité Impact Université des GBU d'Afrique francophone. Docteur Gilavogui, bonjour. Bonjour et bonjour à tout le monde. Bien, soyez les bienvenus. Nous avons également avec nous une nationalité gabonaise, consultant expert international en évaluation et suivi dans les pays en développement et urgence humanitaire au travers des organisations nationales et internationales, y compris notamment les agences des Nations Unies, les écoles de formation. Actuellement, il est membre de l'AFREA et de l'équipe accréditée par les Nations Unies et le CLEA dans les pays francophones. Et depuis 2 ans, il est également secrétaire national de la formation des groupes bibliques du Gabon. Frère Boumas Ndamina. Bonjour, bien-aimé. Alors, puisque ce qui nous réunit, c'est d'abord une maladie, je voudrais commencer en demandant au professeur Tiaou, de nous donner quelques informations utiles sur le COVID-19, les personnes les plus vulnérables et les comportements à risque. Alors, merci beaucoup. Je voudrais saluer tous les anciens du GBU qui nous permet de rencontrer ce matin au travers de cette vidéo, de cette conférence call. Alors, concernant le virus, le COVID, c'est une maladie virale, comme l'hépatite, comme la fièvre jaune et tout ça. Ce sont des maladies, c'est une maladie virale. Et sa particularité, c'est qu'elle est nouvelle, on ne la connaît pas très bien. Et donc, actuellement, nous sommes en train de récolter les différents signes qui, chaque jour, pratiquement, sont découverts parce que c'est une nouvelle maladie. C'est une maladie très contagieuse parce qu'elle se transmet d'homme à homme. Et il semble que ça partirait d'un animal, certainement, comme beaucoup d'autres maladies virales qui proviennent des animaux, des oiseaux et autres. Et donc, c'est une maladie qui se transmet d'homme à homme. Et c'est une maladie qui, aujourd'hui, fait beaucoup de dégâts au point de mettre toute la Terre en quarantaine. Et cela est vraiment du jamais vu, en tout cas sur la Terre.
C'est une maladie qui est très meurtrière. Vous voyez le nombre de morts qu'il y a aujourd'hui sur la Terre. Bon, chez nous en Afrique, on n'a pas beaucoup de décès. Par la grâce de Dieu, je ne dirais pas pour le moment parce que je ne voudrais pas que ça arrive, mais dans les pays développés, on voit que même les gens qui ont un système de santé bien développé, bien outillé, ne savent pas comment gérer cette situation. Et il y a le traitement en tâtonne, je vous l'avoue, c'est un tâtonnement que nous avons. On le traite comme, on la traite plutôt comme, j'allais dire, une grippe normale, avec la vitamine C, avec toutes les autres, mais malgré cela, quelquefois, il y a des complications, et les complications sont respiratoires. D'où viennent ces complications? Il y a plusieurs théories. Il y en a qui parlent d'un manque de transport de l'oxygène au niveau des poumons, du fait que les hémoglobines ne fonctionnent pas bien. Il y en a qui disent qu'il y a une flambée inflammatoire qui détruit le poumon. Il y a tellement de théories aujourd'hui que ce qui est sûr, il y a un problème pulmonaire de respiration et souvent les malades décèdent du fait de cette j'allais dire, anorexie, du fait qu'il n'y a pas d'oxygène dans leurs cellules. Voilà donc ce que je pourrais dire sur cette maladie. Les personnes les plus vulnérables sont des personnes âgées, au-delà de 60 ans, il est dit plus de 65 ans. Donc, ces personnes-là sont vulnérables. Les personnes qui présentent quelques maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension artérielle et d'autres maladies associées. Alors, je ne sais pas quelle est la relation entre cette maladie et le paludisme qui est endémique dans notre région. Ce sont des études qu'il faut mener pour pouvoir comprendre vraiment le fonctionnement de cette maladie qui est toute nouvelle. Voilà, les dégâts sont énormes et donc toute la population, les médecins en première ligne et tous les autres, nous sommes appelés à mettre en pratique les mesures barrières. Alors, comme c'est une transmission d'homme à homme, alors qu'est-ce qui est préconisé? C'est d'adopter certains comportements qui est déjà inscrit dans la parole de Dieu. Hein. Par exemple, le confinement, hein, il faut confiner les personnes qui sont atteintes, les isoler, comme on le faisait autant jadis avec Alep. Hein, et puis, il faut aussi porter des masques pour éviter que quelqu'un qui parle en face de vous transmette par des gouttelettes de salive le virus. Donc, il faut porter des masques. Il faut se laver régulièrement les mains et voire porter des gants lorsque on est, par exemple, dans un transport en commun. Toutes ces mesures qu'on appelle les mesures barrières, c'est juste pour empêcher que le virus entre en contact avec une personne qui est saine ou à partir d'une personne qui est déjà infectée. Et donc, ceux qui sont infectés doivent se prémunir, doivent se protéger pour ne pas infecter les autres. Donc, la stratégie aujourd'hui, c'est d'utiliser ces méthodes-là pour empêcher qu'il y ait une transmission à grande vitesse. Bon, maintenant, est-ce que les conditions climatiques, est-ce que la chaleur, la pluie et toutes ces situations peuvent avoir une influence sur ce virus? Je vous disais tantôt que c'est un nouveau virus qui est apparu en temps de froid. Généralement, les virus de la grippe apparaissent en temps de froid. Chez nous, c'est en période d'harmattan. Nous sommes en train de rentrer dans une période chaude et de pluie. On ne sait pas comment le virus va se comporter, puisque c'est un organisme, un micro-organisme qui peut muter, c'est-à-dire qu'il peut changer de stratégie, comme le VIH-Sida, qui changeait souvent, qui empêchait vraiment de trouver certains. Alors maintenant, l'espoir, c'est de trouver un traitement. Aujourd'hui, on parle de la chloroquine, on parle d'autres médicaments, mais l'espoir, c'est un vaccin. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un procès contre la vaccination et je crois que nous n'allons pas rentrer dans ce jeu-là parce que la vaccination a beaucoup fait du bien à l'humanité tout entière. Voilà ce que je pourrais dire si je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup pour cette Yahoo, pour cette belle introduction qui nous permet de comprendre un peu la maladie à coronavirus. Et vous avez parlé du confinement qui est nécessaire pour que nous puissions contenir cette maladie. Et parlant de confinement, justement, ce confinement affecte les écoles, les collèges, les universités. Et nous travaillons en tant que GBU prioritairement avec cette cible-là.
Je voudrais demander au docteur Guilavogui quelles vont être la portée des conséquences de cette maladie sur le système éducatif africain, où nous n'avons pas jusque-là développé le système de formation en ligne dans la plupart des universités. Comment est-ce que cela va affecter notre système éducatif? Est-ce que vous y voyez, vous, des menaces et peut-être aussi des opportunités pour le système éducatif africain francophone? Oui, merci. Je voudrais remercier le professeur qui vient de nous donner des détails sur les caractéristiques de la maladie. Tout à l'heure, il a parlé de confinement, c'est vrai. Nous sommes concernés aujourd'hui par cela, même si le fait de fermer déjà les écoles, nous sommes directement confinés, bien qu'on ne soit pas atteints, nous, en tant qu'enseignants. Mais quelle va être la portée de cela si les dispositions idoines ne sont pas maintenant là prises? C'est que d'abord, ça va affecter le calendrier scolaire et universitaire qui va être prolongé. Et cela peut amener une menace d'année blanche lorsque nous perdurons dans cette crise. Et cela peut aussi induire des coûts au niveau notamment du paiement des bourses des étudiants, parce qu'il va falloir peut-être payer des milliards pour ces étudiants, le fait de prolonger un peu le calendrier scolaire et universitaire. Aussi, ça va jouer sur la progression donc, des enseignements. C'est vrai, on voit qu'à chaque niveau d'études, les programmes sont élaborés et répartis dans le temps. Le fait déjà de fermer les écoles, donc, nous voyons que cela va jouer justement sur la progression de ces enseignements. Et en cas d'année blanche, aussi, nous allons voir que les capacités d'accueil des élèves étudiants vont être très insuffisantes par rapport justement aux effectifs nouveaux qui vont être recrutés l'année prochaine et les anciens aussi qui doivent continuer au niveau où ils vont rester stagnants. Ça, ce sont des impacts qui sont très sérieux, qu'il faut vraiment examiner avec beaucoup de soin. Il y a aussi que la capacité de reproduction socio-professionnelle de nos sociétés va être paralysée. Vous conviendrez avec moi que chaque année, les universités, les écoles professionnelles mettent à disposition des sociétés de jeunes diplômés, donc de tous les corps du métier. Et ça aussi, si on a une année blanche, donc ça va donc entraîner une certaine rupture à ce niveau-là. Voilà, grosso modo, quelques-uns des impacts que j'ai pu relever. Et comme vous voyez déjà, c'est en fonction un peu des régimes de formation, parce qu'il faut faire la différence, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'introduction, entre les écoles qui forment à distance et les écoles qui ont un régime présentiel. Et nous qui sommes en régime présentiel, effectivement, ça va être très difficile du moment que les regroupements sont interdits. D'où donc, je pense, au regard de ces inconvénients, il va falloir regarder rapidement, voir quelles dispositions on peut prendre. Surtout que le professeur vient de nous dire que les personnes les plus vulnérables, c'est les personnes âgées, aux environs de 60 ans et plus. Aussi, on voit que le taux de contamination, c'est vrai, il est très rapide, mais si nous regardons au niveau mondial, nous voyons que le taux de contamination, s'il est rapide, mais le taux de décès aussi n'est pas comme ça en Afrique. Donc, le confinement ici est-il, disons, une solution idéale pour l'Afrique? Nous connaissons nos choses. Donc, ce sont ces opportunités-là, je pense, que nous devons voir et s'il peut y avoir des lieux d'influence pour que nous puissions revoir. Les mesures préventives, à mon avis, suffiraient aujourd'hui pour utiliser les écoles et même les églises qui sont déjà fermées, eu égard justement à l'évolution de la pandémie en Afrique, aux réalités spécifiques de l'Afrique. Merci bien, merci Dr Guilavogui pour cette information qui nous montre que cette maladie a une grande conséquence sur le système éducatif africain.
Je vais demander au frère Guénolé Boumas de nous dire comment, enfin, est-ce qu'il pense que cette crise va induire un changement de comportement, disons, socio-religieux. Je parle de socio-religieux ici parce que dans la plupart de nos pays, déjà, les églises, les lieux de culte sont fermés. Est-ce qu'il y aura des changements socio-religieux? Est-ce qu'il y aura des changements également économiques? Vous êtes économiste, des peuples d'Afrique noire. Merci pour la parole. Concernant les changements sociaux, religieux, absolument, il y aura beaucoup de changements sociaux religieux. Vous savez, beaucoup d'églises ont mis l'accent sur le culte de la personnalité, d'autres ont mis l'accent sur la construction des églises et moins sur l'édification de membres. Et là où d'aucuns aussi ont mis l'accent sur l'argent, parce que l'église est devenue un business. Avec cette crise, beaucoup d'églises ont fermé, beaucoup d'églises n'arrivent pas à s'en sortir, et d'autres églises n'arrivent même plus à payer leur loyer, des églises qui louent. Voilà, donc avec cette crise, ça nous amène à reconsidérer, à réfléchir notre manière biblique de pouvoir répandre l'évangile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si nous avions mis l'accent sur les cellules des maisons, si nous avons utilisé les technologies de la communication et de l'information en bon escient, vous voyez que ces églises qui ont utilisé cette technologie s'en sortent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand Christ reviendra, il enlèvera des personnes qui seront préparées et non pas des jolies églises et non pas des personnes qui seraient fait le culte de la personnalité d'un pasteur, d'un daddy, d'un bishop ou d'un prophète. Donc, au sortir de là, beaucoup d'églises prendront vraiment des bonnes résolutions à pouvoir se préparer non seulement au retour de Jésus, parce que le COVID-19 est un signe des derniers temps. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est un signe des derniers temps. Donc, beaucoup d'églises aussi, au niveau de le partage de la parole, on n'enseignait pas assez sur les signes des derniers temps, l'eschatologie. Aujourd'hui, l'Église prend aussi conscience qu'il y aura une fin du monde, il y aura un retour, le second retour de Jésus. Donc, en fait, beaucoup de personnes pensent qu'au sortir de là, et les églises et les personnes non chrétiennes prendront conscience et les églises vont affluer. Voilà. Nous pouvons voir dans les informations qu'il y a eu une croissance des commandes de la Bible. Beaucoup de gens, dans leur confinement, lisent de plus en plus la Bible parce qu'il y a une sorte de réveil. Ils veulent comprendre ce qui arrive. Ils ne veulent pas rater ces moments de l'enlèvement. Au niveau économique, évidemment, si nous sommes en Afrique, on voit les économies africaines qui n'ont pas été assez préparées, assez choc. Donc, les magasins fermés, les transports arrêtés, et des petits producteurs qui vivent au jour le jour ne peuvent plus s'en sortir, ne peuvent plus nourrir leur famille. Les politiciens qui politisent un peu le COVID-19, ils gèrent ça d'une manière dont on ne peut pas comprendre, le peuple ne comprend pas. Donc, aujourd'hui, l'économie est fragilisée. Et encore plus, il y a une crise économique qui se profile avec la baisse du baril de pétrole, une crise économique qui se profile. Donc, en fait, les économies aujourd'hui doivent revenir originalement, c'est-à-dire à l'agriculture, doivent mieux utiliser les technologies pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir atténuer les chocs. Alors, et cela montre aussi à considérer que nous, au mouvement, nous devons aussi réfléchir comment nous adapter, non seulement à cette crise, mais aux prochaines crises. Parce que le COVID-19 est un COVID-19. Et s'il y avait un COVID-20 et s'il y avait un COVID-21, comment on ferait? Comment on fait pour éradiquer l'Ebola? Comment on fait pour éradiquer le sida? Donc, ce sont tant de questions que nos économies doivent vraiment se préparer en matière d'urgence, en matière de préparation, en matière de réponse à ces pandémies. Voilà ce que j'ai à dire en quelques mots par rapport à cela. Merci bien, merci frère Guénolé. Je vais poser une question qui sera libre. Je voudrais d'ailleurs que tout le monde sur le plateau puisse se prononcer là-dessus. On va partir peut-être dans le même ordre que vous avez répondu déjà aux questions, en commençant par le professeur. Comment GBU devait-il, en tant que mouvement prophétique, se positionner en ces temps difficiles
pour le monde et pour notre région Afrique francophone. Comment pouvons-nous nous positionner pour impacter l'université, pour impacter l'Église, pour impacter la société? Nous avons déjà entendu parler de l'impact de cette maladie sur l'université et sur la société, sur l'Église. Comment est-ce que nous pouvons nous positionner, professeur, pour apporter une aide conséquente à ces différentes sphères de la société? Ok, merci beaucoup, c'est une excellente question. Comment les GBU peuvent se positionner? Alors, je crois que le GBU a sa stratégie qui est très bien connue. Le GBU fonctionne depuis longtemps j'allais dire, former les jeunes à l'étude biblique personnelle. Vous voyez, c'est déjà quelque chose de très, très important parce que dans ce confinement, celui qui ne sait pas méditer la parole de Dieu avec les stratégies, les méthodologies que nous avons apprises depuis très jeune au GBU, il ne s'en sort pas parce que ce n'est pas facile de pouvoir s'approcher de la parole de Dieu et de comprendre. Déjà, cette stratégie-là, le GBU doit la diffuser, la faire connaître au maximum, au-delà même des cellules du GBU et aller impacter aussi au niveau de l'Église. Alors, c'est ce que moi je fais. Hein, je le fais depuis très longtemps. Je suis responsable d'un département dans mon Église, le département d'évangélisation, et nous faisons 2 fois par semaine les réunions. Et au cours de ces réunions-là, notamment le lundi, nous avons études bibliques. Parce que nous disons, si un évangéliste doit aller sur le terrain, il doit connaître la parole de Dieu. Et donc, nous faisons l'étude biblique systématiquement. Et les jeunes gens apprennent à lire la Bible, apprennent à étudier la Bible. Et c'est vraiment quelque chose qui a impacté mon département. Et cela est une stratégie, une méthode que nous avons apprise au GBU. Je pense que c'est ça qu'il faut diffuser au niveau de toutes nos églises. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait que prêcher, et les gens sont assis, ils avalent, ils ne comprennent rien, ils ne savent même pas comment s'approcher de la parole de Dieu. Et nous avons des chrétiens qui sont vraiment, j'allais dire, des bébés spirituels. C'est ce qu'il faut apprendre. Il faut aussi apprendre la méthode de direction des cellules. Vous voyez, je raconte encore une histoire. Nous, à Cocody, à l'Église Assemblée de Dieu, on a connu une crise pareille. Parce qu'en 2011, quand il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire, notre église était fermée puisqu'on était dans le champ de bataille. Alors, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? C'est de mettre l'accent sur les cellules. Et j'avais proposé en son temps de produire le manuel du responsable que nous avions au GBU. Vous vous souvenez très bien, le manuel du responsable des cellules. Malheureusement, ça n'est pas bien passé auprès des pasteurs. Mais je crois aussi qu'il faut que le GBU aille vers les pasteurs pour leur montrer cette méthode-là. Comment diriger une cellule, comment mener à bien toutes ces choses. Et je crois que le GBU est très bien organisé, très outillé pour aider les églises à s'en sortir aujourd'hui. Certains pasteurs semblent être perdus parce que, comme a dit notre frère Bouma tout à l'heure, le culte de la personnalité, les choses, on nous prend pour des bébés spirituels, on prêche toujours. Non, il faut que cela change et que les chrétiens deviennent responsables. Parce qu'aujourd'hui, chacun est dans sa maison. Même les cellules de maison même sont assez difficiles. Les cellules de quartier sont assez difficiles à maintenir. C'est maintenant dans les maisons. Tous les soirs, nous sommes en train de faire des études bibliques. Et tout ça, nous l'avons appris au GBU. C'est pour cela que je dis que le GBU peut nous aider à nous en sortir et à changer le visage de la prédication, de l'évangile, de l'évangélisation au niveau de nos églises et au niveau de nos pays africains. Voilà ce que je pourrais dire. C'est vrai que l'impact est difficile, mais le GBU a les armes pour pouvoir aider les églises. Et je crois qu'il faut qu'on le fasse. C'est ce que je pourrais dire. Merci beaucoup. Oui, je vais me prononcer dessus. Alors, il y a beaucoup à dire, mais nous allons résumer en quelques points. D'abord, comment est-ce que le GBU peut se positionner? Moi, je pense que pour se positionner, d'abord, nous devons nous adapter. Pendant la période de crise, il y a 2 stratégies. Il y a la stratégie d'adaptation, donc de mitigation, et la stratégie de réponse. Voilà. Pour l'adapter, ici au Gabon, nous avons créé des cellules
donc des WhatsApp, des groupes WhatsApp par cellule. Et nous continuons des études bibliques 2 fois par semaine, les lundis et les vendredis. C'est vrai qu'il y a des défis, c'est-à-dire que les étudiants ont du mal à avoir des forfaits et parfois avec le confinement, les activités familiales deviennent intenses, mais avec un peu de rigueur spirituelle, nous arrivons à maintenir ces cellules. Et même à faire un suivi, parce que les étudiants aussi posent des problèmes et des défis, et des amis aussi. À part cela, nous avons, avant le confinement total, nous avons organisé une aide sociale aux étudiants les plus vulnérables, parce qu'il y en a qui ne tiendront pas facilement. Donc, les étudiants, les amis ont cotisé, les étudiants, nous avons fait une bourse pour aider chaque étudiant et chaque personne en vulnérabilité pour tenir un peu pendant les 15 jours du confinement. Ça, c'est l'adaptation. En plus de ça, cela nous rapproche un peu plus parce qu'on se rend compte que tout le monde a créé un WhatsApp et là, nous puissons vraiment, nous sommes un peu plus, c'est-à-dire que nous apprenons à nous connaître par ces groupes WhatsApp. Mais en même temps, la fin du confinement qui est très important, il faudrait 3 points. Améliorer la modernisation de nos approches dans le mouvement au niveau national et par cellule en utilisant les nouvelles technologies. Je m'explique. C'est-à-dire que si on pouvait vraiment utiliser WhatsApp en faisant des études bibliques, des jeux bibliques, les temps d'échange, ça nous serait bénéfique aujourd'hui de pouvoir atteindre. Aujourd'hui, par WhatsApp, nous pouvons insérer et évangéliser des personnes qui pourraient être intéressés. Vous voyez, donc cela ne nous empêche pas de pouvoir évangéliser. Aujourd'hui, nous utilisons Zoom pour les conférences. Aujourd'hui, nous enregistrons. Nous avons vu qu'il y avait des lacunes, c'est-à-dire des difficultés d'avoir accès à certaines connaissances, à certaines conférences qui peuvent nous aider à renforcer nos capacités. Donc, c'est important de pouvoir adapter nos approches du GBI par rapport à cela. Deuxième point, c'est qu'il faut consolider l'approche par cellule. Donc, on parlait tout à l'heure de l'approche par cellule. C'est-à-dire qu'il faut renforcer les capacités des leaders de cellules dans les universités et écoles en offrant un paquet de formations minimum qui permet à ces derniers non seulement d'affermir les membres dans la parole de Dieu, mais aussi d'appuyer la programmation, donc la programmation des activités. Donc, affermir les membres par cellule, c'est-à-dire on va former les leaders, ils aient les capacités de diriger des études bibliques, des capacités de diriger des temps de prière, des capacités de diriger des temps de jeûne, des capacités de donner des soins pastoraux, parce qu'un responsable de cellule est un leader. Appuyer aussi comment planifier les activités par année autour de l'évangélisation et de l'affermissement. C'est aussi une opportunité pour nous de revoir comment on peut améliorer la programmation et le renforcement de chaque cellule pour pouvoir faire des conférences, des camps bibliques, des exposés bibliques par cellule et des partenariats aussi avec d'autres structures telles que Navigateur, Campus pour Christ et j'en passe. Vraiment. Il y a aussi une chose, c'est que nous avons l'impression, ma petite expérience, je peux me tromper, que beaucoup d'étudiants sont dans les universités et écoles, mais n'ont pas tous les équipements nécessaires pour réussir. Les ordinateurs, une connexion Internet ou l'accès aux ressources, aux bibliothèques pédagogiques virtuelles. Donc là aussi, c'est un défi. Appuyer chaque étudiant, encourager à avoir un ordinateur, à avoir accès aux ressources pédagogiques importantes pour la réussite de sa scolarité. Je pense que c'est une opportunité, un changement que nous pouvons apporter. Le groupe des amis doit apporter des solutions ecclésiastiques et socio-économiques dans le mouvement. Aujourd'hui, nous avons des docteurs qui peuvent se prononcer sur la question. Nous avons des médicaments, nous avons des solutions indigènes. Il y a certaines personnes qui disent que bon, aujourd'hui on prend du gingembre, aujourd'hui on prend du citron et autres pour se prémunir. C'est-à-dire qu'il y a certaines pharmacopées, aujourd'hui on parle de la périvine, qui peuvent être aussi exploitées. Vous voyez, s'il n'y a plus de masques, qu'est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, nous voyons que la Côte d'Ivoire fabrique des masques. Aujourd'hui. Donc, nous avons des couturiers qui peuvent trouver des solutions locales. Voilà. Nous avons aujourd'hui, si on ne peut plus produire la chloroquine, l'hydroxychloroquine, aujourd'hui, nous voyons que le Sénégal produit. Donc, en fait, le GBIcien, le chrétien ami, doit éclairer la société sur les solutions pratiques et pragmatiques pour pouvoir faire avancer
l'économie et pouvoir éclairer la société parce que nous sommes l'Église, la lumière du monde. Mais il y a aussi les solutions socio-économiques pour soutenir les étudiants. Voilà. Il n'y a pas un fonds social pour aider les étudiants en difficulté. Donc, nous pouvons aussi réfléchir quelles sont les solutions économiques pour créer des activités génératrices de revenus, pour pouvoir nous aider à s'en sortir en ces temps de crise et à pouvoir aussi financer l'évangélisation. Parce que dans nos mouvements, peu de missionnaires sont financés, peu de missionnaires ont des moyens nécessaires pour implanter les cellules, pour vivre avec la famille. Voilà, je crois que l'évangélisation avec la mission vont ensemble. Donc, c'est aussi une opportunité pour réfléchir en tant qu'amis comment créer des AGR, comment renforcer les capacités, créer des revenus, créer de la richesse pour pouvoir investir dans l'évangélisation, dans le mouvement, dans la mission. Voilà ce que j'ai à dire en quelques mots. Merci bien. Merci, frère Guénolé. Je voudrais aussi que le docteur Guilavogui se prononce sur la question. Voilà, je ne suis pas encore docteur, je suis encore sur le doctorat. Donc, je vais aussi me prononcer. Je crois que le frère a pratiquement tout dit. Il a marché un peu sur ma langue. Mais je vais aborder le problème au niveau surtout des universités. Donc, le comité Impact Université, par exemple, est en train de prendre déjà des initiatives. Et si cela se généralisait au niveau de tous les pays, je pense que ça peut être aussi une contribution immense. C'est surtout la recherche. Nous devons aussi participer à la recherche sur les conséquences socio-économiques, non seulement de la pandémie, mais aussi des mesures qui sont en train de prendre pour riposter à la pandémie. Alors, il y a certaines mesures qui ne devraient pas certainement être prises, mais si nous participons à ce débat public, je pense que nous pouvons influencer aussi certaines prises de décisions pour que, des décisions ne soient pas prises contre un peu les populations qui sont les plus démunies. Donc, par la recherche, je pense que nous pouvons aussi contribuer, aider. Donc, nous avons même initié déjà une étude de perception justement de ces mesures-là. Nous allons envoyer des outils de recherche qui sont déjà préparés dans les différents pays pour que les uns et les autres se prononcent un peu comment nous devions aller afin que nous puissions prendre une part active au débat public. Dans les églises, je pense que les GBI peuvent encore aider à travers l'information, la sensibilisation et la prévention aussi, en faisant des visites de domicile, en aidant les uns et les autres à comprendre ce qui se passe maintenant, parce qu'il y a beaucoup de populations qui ont encore des difficultés de comprendre un peu comment éviter cette maladie. Donc, les GBI peuvent donc aider ce public-là à prendre conscience de la réalité. Et avec ces publics, si nous échangeons avec eux, nous pouvons aussi avoir des mesures idoines qui aident à proposer des solutions qui sont encore plus viables. Au niveau de la société globale, j'ai l'impression aussi que les GBI peuvent participer. S'ils ont un soutien de la part des structures, peuvent aussi contribuer comme les autres ONG, comme les ONG par exemple, à aider à mettre à disposition des kits sanitaires dans les marchés publics, dans les lieux publics, pour aider les gens à éviter vraiment cette maladie, en contribuant aussi à la sensibilisation. Voilà un peu, quelque part, ce que j'ai vu qu'on peut faire, les GBI peuvent faire pour se repositionner davantage. Je crois que le frère est revenu là-dessus, parce que pour faire cela, il faut qu'eux-mêmes déjà soient d'abord dans les conditions, que les GBI eux-mêmes soient dans les conditions. Donc, développer à leur niveau des activités génératrices de revenus, aider en utilisant les réseaux sociaux à la maîtrise justement du contenu donc, de la Bible. Je pense que cela constitue des mesures salutaires. Merci bien.
Je voudrais demander au professeur Tiaou quelques conseils médicaux qui est à nos membres en ces temps de crise. Alors, merci beaucoup. Conseils médicaux, d'abord, il faut respecter les mesures qui sont édictées aujourd'hui par les différents gouvernements. Respecter les distances entre les personnes quand vous êtes dans une salle. Éviter au maximum de sortir quand cela n'est pas nécessaire. Si ce n'est pas important, il vaut mieux rester à la maison. Lorsqu'on sort, il faut porter des masques. Il faut aussi éviter que les mains soient infectées, soit avoir des dents ou bien avoir des gels hydroalcooliques ou bien se laver régulièrement les mains. C'est cela aussi. Si nous sommes dans un bureau avec plusieurs personnes qui passent ou qui repassent, il y a des endroits qui sont importants, qui sont toujours touchés par les mains, il faut les désinfecter, etc. Donc, ce sont les mesures barrières que les gens nous donnent et que nous devons respecter. Alors, d'autre part aussi, il faut avoir une bonne hygiène de vie, à savoir, bon, nous sommes dans un milieu chrétien, mais je en parlerai quand même parce que c'est au niveau général, éviter de boire l'alcool, ça affaiblit l'organisme en face des infections. La cigarette, fumer, tout ça, ce sont des stupéfiants, bon, comment je peux les appeler, la boisson alcoolisée et tous ces éléments peuvent affaiblir l'organisme. Pratiquer du sport, c'est vrai qu'on est confiné, mais il faut pratiquer du sport pour que l'organisme soit en bonne santé. Manger correctement, avoir une bonne hygiène alimentaire, éviter de manger beaucoup de sucre, mais pas trop aussi, parce que comme je vous ai dit, parmi les personnes qui sont aussi vulnérables, il y a les personnes obèses qui marchent aussi avec le diabète. Donc, il faut éviter de manger beaucoup de sucre en ces temps de confinement, de trop consommer, donc de faire aussi du sport pour pouvoir perdre du poids. Il y a des aliments que les gens conseillent pour stimuler notre immunité. Il faut savoir déjà que en tant que population vivant dans cette zone polymicrobienne, nous avons déjà une immunité qui n'est pas mauvaise parce qu'on a été plusieurs fois infecté par toutes sortes de pathologies. Mais il faut quand même maintenir cette immunité-là. Ça veut dire éviter de prendre n'importe quel médicament, par exemple des antibiotiques qui détruisent la flore intestinale. Ce que j'appelle la flore intestinale, c'est-à-dire ce que nous avons dans notre abdomen, les microbes que nous avons dans notre abdomen, qui nous aident à combattre d'autres microbes qui peuvent entrer en nous. Et donc, il faut éviter de prendre trop d'antibiotiques. C'est pour cela, quand quelqu'un se sent malade, il faut qu'il aille à l'hôpital devant un médecin qui va lui donner des conseils pour pouvoir prendre en charge sa maladie. Il faut savoir aussi que, donc, concernant toujours l'immunité, il faut prendre des aliments qui sont riches en fibres, les fibres, c'est-à-dire tout ce qui est feuilles et tout ça. Vous voyez, il y a ça contient des fibres. Quand vous mangez un fruit, il faut le manger en entier. Je ne dis pas de manger l'écorce de la pulpe d'orange, mais il faut manger ce qui est entier. Donc, l'alimentation il faut veiller sur l'alimentation, manger correctement, beaucoup de protéines aussi, parce que ce sont ces éléments que l'organisme utilise pour fabriquer les immunoglobulines dont nous avons besoin. Voilà, donc ça, c'est sur le plan chose. Éviter de prendre des médicaments traditionnels à volo, parce que quelquefois aussi, on nous dit non, tel médicament c'est bon, aujourd'hui, les arbres de Nîmes n'ont plus de feuilles ni d'écorce. En Côte d'Ivoire, ils ont tout arraché, ils ont tout enlevé. Mais je disais, par exemple, que vous ne comprenez rien. Nos tradis praticiens, ils te disent d'utiliser un médicament lorsqu'ils sentent que tu es malade. Mais en matière de prévention, ce n'est pas du tout évident. Il y en a qui disent, bon, il faut faire le lavement avec telle ou telle chose. Moi, en tant que médecin, je dis qu'il faut éviter les lavements. Les lavements peuvent provoquer des troubles intestinaux assez graves. Et il faut éviter les lavements parce que ce n'est pas conseillé. Voilà. Donc, il y a tellement de choses que les gens disent qu'il faut aussi éviter.
Alors, il faut prendre des antioxydants. Vous connaissez les antioxydants? Vous voyez, la plupart des pathologies que nous avons aujourd'hui, surtout infectieuses, fonctionnent avec ce qu'on appelle les radicaux libres. Les radicaux libres, ce sont des molécules qui détruisent rapidement l'organisme parce que produites en grande quantité dans notre organisme. Donc, pour contrer cela, c'est vrai, Dieu nous a donné les capacités de contrer ces choses, mais aussi, il y a des aliments qu'on peut utiliser, notamment le citron, notamment les fruits, voilà, qui sont riches en vitamine C, qui vont aider aussi à combattre ces radicaux libres. Voilà donc ce que je pourrais dire comme conseil en général. Mais le dernier conseil que je vais donner, c'est quoi? Si quelqu'un sent qu'il a la fièvre, qu'il a des courbatures, qu'il a mal à la tête, ou quelques signes qu'il a, de grâce, il ne faut pas faire une automédication. Il faut aller à l'hôpital, se faire prendre en charge correctement. C'est vraiment très important. Vous comprenez? Il faut aller à l'hôpital, se faire prendre en charge. C'est cela que je recommande. Il ne faut pas prendre des médicaments à la maison pour dire que, bon, j'ai entendu dire, ou bien j'ai entendu quelqu'un dire qu'il faut prendre la chloroquine. Non, non, non. Vous savez pourquoi je le dis? Actuellement, le paludisme continue d'exister. Or, la chloroquine, par exemple, ne peut plus soigner le paludisme. C'est pour cela qu'on l'a interdit dans la prise en charge du paludisme. Alors, quelqu'un va dire, non, j'ai la fièvre, donc j'ai le Covid. OK. Mais tu ne sais pas que c'est un palu. Tu vas prendre la chloroquine, ça ne va rien faire et tu risques de mourir du palu. Simplement. Donc, il faut aller voir les médecins qui vont faire le diagnostic, qui vont faire les tests. Et si c'est le paludisme, on vous traite avec les produits qui sont désignés Covid, on vous prend en charge correctement et les choses vont bien se passer. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci professeur. Alors, nous sommes dans une maladie, une pandémie, nous ne savons quand est-ce que cela va prendre fin. À supposer que cela prenait encore du temps, je voudrais bien savoir, demander au frère Guénolé, si cela prenait encore du temps, quelles vont être les conséquences sur nos nations africaines et qu'est-ce que vous suggérez en quelques mots? En fait, si cela prenait encore du temps, en fait, il faudrait d'abord que je suggère que les personnes déjà, comme l'a dit le docteur, c'est une opportunité de régulariser notre immunité naturelle, non pas seulement contre le Covid, mais aussi contre d'autres maladies. Il y a beaucoup de plateformes pour nos étudiants, nos élèves qui peuvent faire des cours en ligne. Si ceux qui le peuvent peuvent essayer de le faire. Et il y a aussi de réadapter notre mode de vie pour pouvoir subsister. Voilà. C'est-à-dire qu'à 100%, tout le monde n'habite pas dans les cités. Il y a d'autres qui habitent dans des régions où ils peuvent cultiver, ils peuvent vraiment produire de l'alimentation. Et je suis heureux de savoir que les pays qui ont été plus touchés par le Covid commencent le déconfinement. Cela veut dire que chez nous en Afrique aussi, il y aura un déconfinement progressif. Donc pendant ce déconfinement aussi, c'est aussi une opportunité pour les petits producteurs de vendre des denrées alimentaires pour pouvoir se réapprovisionner, pour avoir des activités économiques un peu plus résilientes. Bon, dommage que cette conférence finisse un peu rapidement, sinon j'aurais des questions à poser au docteur qui nous dit d'aller à l'hôpital, alors que les hôpitaux aujourd'hui, le système sanitaire pose des défis. Comme j'ai la parole, je vais citer au moins 3 défis. C'est-à-dire qu'il y a un faible lit pour la prise en charge des cas. Si le Covid atteint une certaine vitesse exponentielle, il y a des faibles lits pour la prise en charge de cas. Il y a des données parcellaires, manque de données aussi sur le nombre de cas et on voit que la guérison n'est pas rapide. Il y a aussi le rendu des laboratoires qui n'ont pas assez de tests. Et puis, il y a aussi une faible appropriation de certaines mesures de population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas confiance en nos gouvernants, on n'a pas confiance aux hôpitaux. Alors, comment on va faire?
S'il y a déjà 500 cas, il n'y a pas 500 lits, on a vu, il faut aller à l'hôpital. Donc, le commun des Africains pense qu'il faut se prémunir en renforçant notre système immunitaire et avant d'aller à l'hôpital, essayer de faire des méthodes de la grand-mère traditionnelle. Ce qui fait en sorte que cette méthode, oui, a une conséquence, une mortalité. C'est-à-dire qu'en France, on a vu l'automédication de la chloroquine tuer aussi. La personne croit qu'elle a le Covid alors qu'elle n'a qu'une simple grippe. Elle prend l'automédication. Mais vraiment, c'est difficile ici en Afrique de convaincre les gens de ne pas prendre la méthode de la grand-mère, de ne pas prendre le chaud, de ne pas prendre le citron, de ne pas prendre des choses et d'aller à l'hôpital alors que c'est là-bas où même il y aura le Covid. Au Gabon, c'est 38% des personnes qui ont des personnes médicales, le corps médical qui ont le Covid. Ce n'est pas la population. On ne sait pas. Et puis, c'est comme le commun des populations, je vais terminer par là, on a l'impression que les politiciens politisent cette maladie parce qu'il y a des fonds derrière, il y a des appuis derrière. J'ai appris hier qu'il y a des hôpitaux qui refoulent les malades parce qu'ils veulent plus des malades du Covid. Il y a un financement derrière. Donc, aller à l'hôpital, c'est encourageant, mais c'est à voir, à prendre avec des pincettes. Donc, voilà ce que j'ai à dire. Je sais que ce sont des propos provocateurs, mais il faut que je provoque un peu les professeurs pour avoir des réponses, des bonnes réponses. Alors, est-ce que je peux dire quelques mots? Allô? Bien sûr. Oui, bien sûr. Vous avez la parole. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis dans le système, hein, et je sais que le système n'est pas très, très excellent, mais il existe. Hein. Le système n'est pas très excellent, il existe. Et le problème du système, ce n'est pas le système en lui-même, c'est l'animation du système. Et au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons un très bon système de santé. Je crois que c'est la même chose dans les pays d'Afrique francophone. Nous avons le même système de santé pyramidal avec les directions régionales, départementales et tout, les médecins qui sont dans les hôpitaux, etc. Mais le problème, c'est l'animation de ce système-là qui pose problème. Alors, ce que je voudrais dire, c'est vrai, le système n'est pas très excellent, mais il existe. Les médecins sont là. Hein, je crois que dans notre entourage, on en connaît au moins un ou deux et à qui on peut demander conseil rapidement pour pouvoir s'en sortir. Je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais je conseille toujours d'aller à l'hôpital parce que les maladies se ressemblent. Hein. Il y a tellement de ressemblances dans les maladies. Une grippe, un paludisme, une fièvre jaune et autres, c'est pratiquement les mêmes signes. Donc, si quelqu'un ne s'y connaît pas, il peut perdre la vie à quelqu'un d'autre parce qu'il aura donné un faux traitement, surtout au niveau traditionnel. Au niveau traditionnel, nous travaillons déjà avec des praticiens pour leur expliquer les choses, pour qu'on puisse travailler en symbiose. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais ce sont des choses qui viennent. Les guérisons ne sont pas importantes, oui, parce que c'est une maladie virale qui est nouvelle. Et donc, on prend tout le temps pour être sûr que si on dit que quelqu'un est déclaré négatif, il faut vérifier s'il y a un autre test qui prouve qu'il est encore négatif. Alors, on peut déclarer que la personne est négative. Voilà comment les choses se passent. Donc, c'est comme quand tu vas à la banque, tu déposes facilement ton argent, mais pour retirer cet argent-là, ce n'est pas facile. Donc, tu as plein de papiers à remplir, etc. Donc, c'est un peu ce qui se passe actuellement avec le nombre de guérisons qui apparaît au compte-gouttes. Et ça, c'est dans tous les pays. Les laboratoires fonctionnent. Hein? Il n'y a pas beaucoup de tests. C'est pour cela, lorsque quelqu'un ressent un signe, il faut faire... Je ne sais pas comment c'est organisé dans les différents pays, mais en Côte d'Ivoire, il y a des équipes qui sont là, des équipes d'intervention d'urgence qu'on peut appeler. Et moi, j'ai déjà testé cela. Hein? On avait une soeur qui était malade, on a fait intervenir rapidement l'équipe pour voir la prise en charge. Donc, ce sont les choses qui sont Maintenant, le manque de confiance, vraiment, je ne sais pas comment résoudre, hein, cher frère. Ça, c'est... je ne sais pas comment faire. C'est vrai que les politiciens sont ce qu'ils sont, mais je pense que la population, avec cette crise-là, doit comprendre le cri de cœur
que nous, les médecins, nous qui sommes dans les hôpitaux, nous lançons tout le temps et la population ne nous comprend pas quelquefois. Ça fait plusieurs années en Côte d'Ivoire que nous interpellons les populations pour dire ça ne va pas dans les hôpitaux. Mais dès qu'il y a un petit truc, c'est sûr, les médecins qu'on tape, ils ne valent rien, ils ne font rien. Mais aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'on a des bons médecins. Ça, nous formons de très bons médecins. Mais malheureusement, il n'y a rien pour la prise en charge des patients. Et ça, ce n'est pas nous qui devons créer, j'allais dire, les respirateurs. S'il n'y a pas d'approvisionnement en médicaments, on ne peut rien faire. Le médecin peut être là, il est assis, il est impuissant, mais la population doit nous aider dans nos revendications, surtout pour avoir des hôpitaux bien équipés, jusque même dans le village, parce que la maladie n'est pas seulement en ville. C'est la mise en place d'une assurance maladie universelle pour que les gens puissent se soigner correctement. Et toutes ces choses-là, c'est à nous, la population, à nous, les frères du GBU aussi, qui devons, j'allais dire, sensibiliser les uns les autres pour que nos hôpitaux soient bien équipés et que, vous voyez, quand les gens sont malades, en parenthèse, je fais une petite critique, ils vont où? Ils fuient tous pour aller en Europe. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus partir. Nous tous, nous sommes confrontés à ce déficit qui se passe au niveau de nos hôpitaux. Voilà, chers frères, je ne veux pas te décourager. La méthode de la grand-mère, elle n'est pas mauvaise, mais je pense qu'il faut être prudent, surtout quand il s'agit de certaines pathologies qu'on peut prendre en charge facilement. Moi, mon père était un guérisseur. Je le sais très bien, mais je conseille vraiment qu'on fasse très attention. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pu dire pour argumenter sur ce point-là, mais le temps ne nous permet pas. Je vous laisse donc la parole. Merci beaucoup de nous avoir interpellés avec autant de verve. Que Dieu te bénisse, cher frère. Merci, professeur. Merci, le débat est très intéressant. Je voudrais peut-être donner la parole à notre frère Guy Lavogui. Il est sociologue, il est aussi, comme je l'ai dit, membre du comité Impact Université des GBEF, qui nous disent un peu, et ça va être en même temps ses mots de fin, qu'est-ce qu'il le conseille aux étudiants en ces moments de confinement? Quelle doit être leur posture et qu'est-ce qu'ils doivent être en train de faire? Alors, apparemment, nous avons perdu le frère Guy Lavogui. Je ne sais pas s'il est là. D'accord, donc, comme nous l'avons perdu, je vais laisser la place au frère Guénolé qui va dire son mot de la fin. En quelques mots, quel conseil, quelle recommandation faites-vous aux amis, aux étudiants de nos différents mouvements nationaux? D'abord, la première recommandation, c'est qu'il faut vraiment compter sur le Seigneur pour prier, opportunité pour nous de pouvoir prier et compter sur la sécurité de l'Éternel. Ce confinement, c'est une opportunité pour nous de nous rapprocher de la parole de Dieu, de ce que nous n'aurons pas pu faire avec toutes ces activités, c'est-à-dire lire la Bible dans son entièreté et avoir de temps de communion avec le Seigneur pour pouvoir revoir sa vie parce que Jésus-Christ revient bientôt. Deuxième chose, c'est aussi une opportunité pour nous de nous entraîner, pour nous repositionner lorsque le confinement finira, être une meilleure version de nous-mêmes. Et dire aux étudiants qu'il faut apprendre à lire, il faut apprendre à avoir du temps pour soi, avoir du temps vraiment pour se préparer et pour s'auto-former. C'est vraiment une très opportunité. C'est une opportunité aussi, troisièmement, pour le mouvement de réfléchir comment améliorer notre manière de faire et notre manière d'intervenir, tant dans les universités que dans les écoles, tant dans les niveaux nationaux. Donc, utiliser les technologies de l'information, c'est une opportunité pour nous. Vous voyez, le professeur a parlé tout à l'heure du manuel du responsable. Nous, au Gabon, ici, nous ne l'avons pas. Mais s'il y avait un drive, une Dropbox, là où les outils nécessaires sont mis à la disposition de certains étudiants, de certains responsables, on aurait pu bénéficier de ça. S'il y avait une bibliothèque virtuelle, on aurait pu eu le temps de pouvoir nous enrichir, que ce soit la bibliothèque virtuelle. J'ai 200 livres que les étudiants peuvent lire en management et autres, mais des étudiants n'ont même pas cela. Il y a aussi des livres chrétiens que nous puissions essayer de lire. Donc, il y a des opportunités que nous puissions essayer d'échanger.
Il y a aussi une connexion entre nous, frères et amis GBUciens, au niveau national et au niveau international qu'on peut avoir pour se renforcer les capacités. Il y a certains frères qui veulent monter des projets agricoles, mais qui n'ont pas toute la technicité. Ils ont seulement la technique de leur grand-père. Mais il y a aussi des approches, les approches de chaîne des valeurs, etc., qu'il faut mettre en œuvre. Donc, il y a des outils qu'on peut partager entre nous pour mieux nous édifier et nous préparer à ces événements. Je prie que vraiment cette interpellation du Seigneur, qu'est le Covid, parce que c'est une interpellation, est vraiment une interpellation qui change nos cœurs et nos vies pour nous rapprocher de Christ, car Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé. Merci beaucoup. Merci frère Guénolé. Je vais laisser le mot de la fin au professeur, puis nous allons conclure cette émission. Alors, mon mot de fin, c'est de pouvoir discuter et aussi dire merci à la technologie. Je voudrais aussi remercier le frère Guilabogui, le frère Bouma Guénolé pour les deux interventions. Je pense que je vais adhérer au mot de fin de notre frère Guénolé. Beaucoup de choses peuvent être faites. Et il a commencé par dire il faut se confier au Seigneur. Ça sera vraiment mon mot de fin. Comme il est dit, le cheval est prêt pour la bataille. Nous avons tout, on peut tout avoir, mais ce qui est le déterminant pour la victoire, c'est notre relation intime avec le Seigneur. Et je crois que cette situation nous amène à réfléchir, à rentrer en nous-mêmes pour voir quel est notre positionnement vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis de l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes, à quelle distance sommes-nous de Dieu? Et ça, cette situation nous amène à revenir en nous-mêmes parce que Dieu nous a enlevé tout ce qui nous préoccupait pour voir, je suis face à toi, quelle est ta relation avec moi. Et au sortir de là, je pense que beaucoup de choses vont changer. D'abord, au niveau des différentes familles, Dieu est en train de faire un travail. Les uns et les autres prient beaucoup. Je ne sais pas si c'est par peur ou bien par intimité avec le Seigneur, mais quoi qu'il en soit, les uns et les autres s'approchent de Dieu. C'est déjà quelque chose d'important. Je pense qu'il va y avoir un grand réveil spirituel, non seulement au niveau des églises et de toutes les nations, mais aussi au niveau des GBUAF. Les étudiants vont rentrer en eux-mêmes et chacun va commencer à s'attacher à Dieu et à faire l'œuvre de Dieu de façon efficace parce qu'on se rend compte aujourd'hui que tout ce qu'on poursuivait n'était que illusion, n'était que chose mirage en réalité. Tout est arrêté aujourd'hui et qu'est-ce que nous avons? Nous avons notre vie et notre Dieu. Voilà ce que je pourrais dire. Et donc, tout ce qu'il a dit tout à l'heure, pour réinventer l'après-coronavirus, il faut le réaliser pour que nos universités, avec l'aide du GBU, je pense que c'est l'intervention du GBU dans cette affaire qui est très importante. Et nous, les amis du GBU qui sommes à certaines positions universitaires, dans l'économie, partout, nous devons nous serrer les coudes et je pense qu'il nous faut une grande conférence pour se rendre compte de la réalité des choses qui se passent dans les universités et aussi l'impact qu'on peut avoir après avoir reçu tant de bénédictions de la part de Dieu pendant que nous étions étudiants. Comment faire pour changer le visage de la société dans laquelle nous sommes en tant que membres du GBU. Je voudrais donc féliciter le GBU, le GBF et tous les responsables des GBU. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à atteindre les objectifs qu'il a fixés pour chacun de nous. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci, professeur. Je voudrais, avant de conclure, dire merci à nos invités parce qu'ils ont accepté de sacrifier du temps pour se joindre à nous en ces instants. Je voudrais aussi dire merci à Dieu qui a permis que cette rencontre puisse tenir. En conclusion, je vais dire que le Covid n'est pas une fatalité. Nous pouvons le vaincre et nous devons travailler à le vaincre. Et pendant que nous passons ces moments de confinement, chacun, selon la formule qui a été proposée par son pays, nous devons penser à l'après-Covid. C'est le moment pour nous de nous positionner comme un mouvement qui apporte des solutions
comme des chrétiens, des citoyens qui apportent des solutions à leur nation. C'est aussi le moment de nous positionner pour qu'après le Covid, nous soyons de meilleures versions de nous en tant que chrétiens et de nous en tant qu'organisation chrétienne. Que le Seigneur nous bénisse. Une fois encore, merci au professeur, merci au frère Guénolé, merci au docteur Guilavogui qui nous a quittés et aussi au professeur, au révérend docteur Nombo qui est aussi parti plus tôt pour des raisons de connexion. Merci beaucoup à chacun de vous. Bonsoir et bonne soirée dans vos différents pays. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye. Merci.